Et oui, toujours en compagnie de l'économiste David Kayla, le sénateur Stéphane Piednoir et l'avocat Elzéar de Sabran. Vous le savez, notre gouvernement est en recherche permanente d'économie, et un bon moyen de faire d'économie, c'est peut-être de tailler un petit peu dans le nombre de fonctionnaires. Beaucoup l'ont dit, très peu l'ont fait. Je pense que depuis Jacques Chirac, qui était champion en matière d'embauche de fonctionnaires, on avait quand même Nicolas Sarkozy qui, entre ceux qu'il a embauchés et les emplois qu'il a supprimés, restera celui qui aura ralenti le plus l'augmentation du nombre de fonctionnaires dans notre pays, toutes catégories confondues. Alors, évidemment, on est en face d'un paradoxe. On a l'impression qu'on a de plus en plus de fonctionnaires, et on a un service public dont on a l'impression qu'il ne fonctionne plus très bien. David Kayla, est-ce que c'est une bonne piste que de se dire maintenant il faut peut-être supprimer un certain nombre de postes? Alors, en fait, déjà pour répondre à votre problématique, c'est-à-dire pourquoi y a-t-il des services publics qui sont dégradés alors qu'on embauche plus de fonctionnaires? En fait, c'est parce qu'on n'a pas embauché des fonctionnaires dans les services publics qui se dégradent, en fait. Parce que vous avez cité, je vous ai entendu tout à l'heure, l'éducation, la justice, la police, etc. Donc les fonctionnaires de l'État. La santé. Les trucs les plus importants. Voilà, alors la santé, c'est encore autre chose. On a augmenté le nombre de fonctionnaires, mais les besoins ont encore plus augmenté. Mais pour ce qui est des fonctionnaires d'État, globalement, ils ont augmenté moins vite que la population. Voilà, ce sont les chiffres de FIPECO, c'est-à-dire qu'ils ont augmenté 2 fois moins vite depuis 1997 que la population. Donc forcément, ça dégrade le service qu'on rend. Donc sur toutes les missions régaliennes finalement. Voilà. Alors ce qui a augmenté, c'est effectivement dans la santé, et beaucoup plus vite, bien sûr, que la population, parce que la population vieillissant, on a des problèmes de santé plus importants, parce que la santé est devenue plus complexe, les gens restent parfois plus longtemps à l'hôpital, parce qu'on arrive maintenant à guérir des maladies qu'on n'arrivait pas à guérir, donc ça veut dire des soins. En fait, il faut comprendre que plus on parvient à guérir, plus on a besoin, du coup, de guérir les gens. Et donc, la santé a beaucoup augmenté, et puis, bien sûr, la fonction publique territoriale, c'est-à-dire les collectivités territoriales qui ont augmenté le plus. Là, ça a explosé, là. Et ça a explosé, et alors, en plus, ce qui est intéressant dans les chiffres, c'est que ça a explosé indépendamment de la décentralisation, au sens des emplois qui sont passés de l'État aux collectivités territoriales, parce qu'à périmètre constant, ça a beaucoup augmenté. Ça a plus que doublé. On est à 2,4 fois. Et donc ça a augmenté beaucoup. Donc c'est la faute aux collectivités? Alors non, c'est la faute aux besoins sociaux qui, à mon avis, ont changé. Par exemple, ce qui a beaucoup augmenté à Angers, ou dans toutes les villes, mais à Angers, pour prendre l'exemple, en 84, on crée une police municipale, il y avait 5 agents. Aujourd'hui, 40 ans plus tard, ils sont plus de 80. Et c'est le cas dans toutes les collectivités territoriales, parce que c'est pas la police municipale, ils font pas la même chose que la police. Ils sont là pour vérifier l'ordre public, parce qu'on a beaucoup plus de choses, on a beaucoup plus d'événements culturels qui sont organisés dans les collectivités, on a des transports qui sont beaucoup plus développés, on a des services qui se sont beaucoup développés. Donc c'est pas un problème finalement. Vous dites que c'est assez logique, les besoins ont évolué, la population a évolué, donc finalement quand on regarde sur du long terme, l'évolution de l'emploi public par rapport à l'évolution de l'emploi au total, ça a évolué de la même façon. C'est-à-dire que l'emploi a augmenté, l'emploi public a augmenté dans les mêmes proportions. Alors évidemment, ça fait plus d'1 million depuis 1997, mais l'emploi a lui aussi beaucoup augmenté. Et par contre, le souci, c'est que là où il y a justement des services publics, ça a baissé. Ça a baissé en proportion de la population, ça a baissé et donc ça fait des qualités de services publics qui sont moins importantes. En fait, les services publics qu'on avait déjà, on a cherché à moins recruter, et on a produit de nouveaux services publics, notamment dans les territoires, et là on a recruté. Et globalement, ça fait une hausse, mais ça affaiblit les services publics auxquels les gens s'attendent, la santé, l'éducation, etc. Donc on touche à rien. Eh bien, il faudrait trouver un moyen. Alors, dernier chiffre, comme on a baissé les salaires des fonctionnaires, globalement, la dépense publique, en proportion du PIB, de la richesse nationale, a baissé depuis 30 ans de environ 1 point de PIB. Donc ça veut dire que ce qui fait que la dépense publique augmente aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de fonctionnaires, c'est la redistribution en espèces, c'est-à-dire les retraites, globalement, et les remboursements maladie, les choses comme ça. Donc c'est la sécurité sociale, les dépenses de sécurité sociale qui ont beaucoup augmenté, ce n'est pas le nombre de fonctionnaires. Bon, c'est une belle démonstration que nous a faite David Kayla. Est-ce que vous la partagez, Stéphane Piednoir? Parce que du coup, finalement, les besoins de la société, la population de non-employés ont augmenté. Il y a eu effectivement en proportion une augmentation du nombre de fonctionnaires. Bon, non tact. C'est pas là qu'il faut aller chercher des une démonstration statistique. Vous savez ce que
ce que je pourrais vous en dire. On fait dire ce qu'on veut aux chiffres à peu près. Hein. Bah non. Évidemment, parce que on ne fait pas dire ce qu'on veut aux chiffres. Si, je suis aussi professeur de mathématiques. Il se trouve que quand on parle uniquement en pourcentage, on oublie une chose, c'est le point de départ. Et le point de départ, il est extrêmement élevé pour la France concernant le nombre de fonctionnaires. C'est un élément important. On peut raisonner en valeur relative, mais la valeur absolue, elle est aussi importante et à mon avis plus importante. Pour revenir sur le quinquennat de Jacques Chirac, il faut aussi dire qu'il y a quelque chose qui a été magnifique, qui a été introduit en France, qui n'a jamais été copié dans aucun pays du monde, c'est le passage des 39 heures aux 35 heures. C'est ça qui a fait exploser le nombre de fonctionnaires aussi, les besoins, notamment dans le service hospitalier, où on a totalement dérégulé l'exercice de la profession, et on a eu besoin de recruter parce que ça a totalement déstabilisé les C'était un objectif assumé d'ailleurs. Ah oui, de désorganiser, ça a bien fonctionné. Merci. Je parle pas de ça, du partage du travail. Merci à Lionel Jospin. Et donc, il faut pas oublier les causes aussi, avant de parler des conséquences. Donc maintenant, est-ce qu'il faut regarder au cas par cas? Bien sûr que oui, il faut regarder si les effectifs sont en correspondance à ce qu'on en attend. Emmanuel Macron avait annoncé 120 000 fonctionnaires de moins sur son quinquennat. Bon, et là, il y a aussi un côté déceptif, c'est-à-dire qu'à force d'annoncer qu'on va tailler dans cet effectif des fonctionnaires et qu'on ne le fait pas, il y a un côté déceptif et on peut comprendre aussi que les gens se détournent globalement de la politique. Je vais prendre ma part de responsabilité en tant que législateur, même si je n'y suis que depuis 2017. Le nombre de normes supplémentaires. À chaque fois qu'on crée une norme, il faut un fonctionnaire pour contrôler cette norme. Et donc on suradministre notre fonction publique. Dans la fonction hospitalière, je vais revenir là-dessus, on a beaucoup trop de fonctionnaires qui s'occupent d'administratifs. Ça devient une charge incommensurable et qui pèse sur les épaules de tous les fonctionnaires. On a besoin de médecins qui guérissent, on a besoin de profs qui enseignent, etc., qui sont sur le terrain. Ça, c'est une vraie différence avec d'autres pays qui n'ont peut-être pas le même nombre de fonctionnaires, mais qui les font exercer leur métier, je dirais leur vrai métier, et non pas s'occuper à des tâches administratives. Là-dessus, on a aussi une marge de manœuvre. Elzéar de Sabran, vous avez le choix entre deux visions qui s'affrontent. Non, mais c'était une troisième voie. Déjà, pour le nombre total de fonctionnaires, il y a une particularité française qui est le service public de l'éducation qui contribue à gonfler effectivement les chiffres, qui joue beaucoup. Oui, parce que c'est là où on a beaucoup de fonctionnaires, ça voulait dire. Non, mais oui, enfin, dire qu'on paye l'éducation par les impôts ou qu'on les paye directement si on est dans une logique d'enseignement privé, ça coûterait la même chose aux Français à la fin. Il ne faut pas s'imaginer que l'éducation, c'est quelque chose de gratuit. De manière pratique, le débat effectivement sur l'excès de fonctionnaires ou l'insuffisance de fonctionnaires, effectivement, n'importe quel Français, alors moi, confronté au quotidien au service public de la justice. Alors ça, c'est du régalien. C'est un état de déshérence absolue. Enfin, il n'y a plus rien. On fonctionne avec le même nombre de juges qu'il y a 40 ans. Le nombre d'affaires a explosé. C'est absurde. Les pauvres greffiers font tourner ça comme ils peuvent. C'est un... Non, mais il faut pas se plaindre ensuite que la justice marche pas. Les gens sont pas au bon endroit. Non. Après, la question, c'est est-ce que les gens sont au bon endroit? Ils sont pas au bon endroit. Le service public hospitalier, là, le délire de la tarification à l'acte et la création des ARS, faites-vous faire un schéma de la tronche que ça a, vous comprenez que ça ne va pas. C'était très simple, les budgets des hôpitaux avant étaient arrêtés par le préfet. C'était quelque chose de très simple. Et l'inflation de cette gestion administrative a conduit effectivement un service public hospitalier à un gonflement des effectifs administratifs, mais tant et si bien, c'est que les médecins, au lieu de soigner les gens, se retrouvent en plus avec des charges administratives. Alors on a fait une magnifique usine à gaz, et il suffirait de revenir au système antérieur qui marchait très bien. Mais vu que c'est le grand œuvre de Jean Castex d'avoir fait la tarification à l'acte, alors il ne faut pas y toucher, c'est absolument génial. On sortir du néant avec ça il y a des années. Voilà. Après, est-ce qu'on veut moins de police? Ben non, vous demandez à quelqu'un, est-ce que vous voulez moins de pompiers? Alors après, on va toucher. On va toucher un problème effectivement qui est celui de la décentralisation. La décentralisation, c'est un impensé total. Ça a été fait par Gaston Defferre. Tous les travaux préparatoires des grandes lois de décentralisation, en fait d'accentuation de la décentralisation et qui existait déjà depuis la Troisième République, ont conduit à l'explosion des coûts de structure sans réelle
il faudra qu'on m'explique un jour à quoi sert la collectivité qu'est la région. Enfin, ça ne sert aujourd'hui à rien. Le département a un poids important parce qu'il gère une grande partie de l'aide sociale avec des qualités différentes. Il décide de pas grand-chose. Oui, mais pour avoir vu, le département, vous n'êtes pas traité pareil. Et je veux dire que dans le Maine-et-Loire, je l'ai déjà dit sur cette antenne, ma fille était assez lourdement handicapée et moi j'ai vu ce que c'est que t'es bien accueilli des fonctionnaires. Alors c'est un poids. Moi je suis très attaché à l'échelon communal, mais on a aussi multiplié les établissements publics intercommunaux. Donc soit au bout d'un moment. Alors après oui, mais les communes nouvelles, mais tout ça a conduit à une inflation. La question pour moi c'est la décentralisation, mais pas toute la décentralisation. Il faut rester attaché à l'échelle communale, qui est un endroit où la démocratie n'est pas une abstraction pure. Non, mais je l'entends souvent sur cette antenne. Il va falloir qu'un jour on fasse le projet. La région s'en prend plein la figure souvent. C'est parfaitement vrai. Je suis entièrement d'accord avec deux choses qui ont été dites par M. Piednoir tout à l'heure aussi. C'est l'inflation des normes et la bureaucratisation. Qui n'est pas un système. Remarquez, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est pas souhaitable. Oui, depuis toujours. C'est-à-dire qu'on embauche des gens qui ne font rien pour le public directement. Ils sont là pour contrôler les autres. Et ça, malheureusement, c'est aussi poussé à la fois par l'Union européenne, quand même, il faut le dire, et par les politiques d'efficience, c'est-à-dire qu'on cherche à rendre la dépense publique efficace, et donc on demande à tous les agents de faire du reporting, c'est-à-dire d'expliquer ce qu'ils ont fait. Moi, en tant que fonctionnaire, chercheur, eh bien, je dois régulièrement démontrer pour toucher une prime que j'ai bien travaillé pendant ces 4 années, que je dois... oui, mais c'est normal, non ? Alors oui, d'accord, mais ça prend du temps. Et ensuite, il faut des gens pour lire. L'efficience de service public, c'est aussi l'évaluation. Ah oui, mais il y a deux manières d'être efficace. La première manière, c'est de faire confiance aux agents, c'est-à-dire leur donner des missions et de les contrôler a posteriori en vérifiant qu'ils ne fassent pas n'importe quoi par un organisme externe. Et puis il y a une deuxième manière, qui est malheureusement celle qu'on utilise aujourd'hui, c'est des appels à projets. Donc il y a des appels à projets qui sont versés par les ministères sur les collectivités territoriales, sur les organismes comme les universités, sur les agences de santé, etc. Et donc, on fait une bureaucratie qui va créer un projet d'une vingtaine de pages. On va demander à chacun d'être en concurrence pour essayer de répondre à ce projet. On va allouer des fonds aux meilleurs. On va ensuite demander aux personnes de vérifier ce qu'ils ont. Et tout ça, en fait, on embauche des gens à l'université. Aujourd'hui, tous les gens qu'on embauche, c'est des personnes qui n'enseignent pas, qui ne font pas de recherche. Et qui ne sont pas la suradministration, le contrôle, etc. Oui, mais ça, monsieur le sénateur, c'est les lois qui sont votées ces 20 ans. Mais il a dit qu'il prenait sa part de responsabilité, mais il n'est là que depuis 2022. 17. Non, 17, depuis 2017. Depuis 2017. Oui, d'accord, mais enfin, ça fait décentralisation, d'accord ou pas d'accord ? Oui, c'est un problème. Et c'est la même chose, parce que les appels à projets sont les conséquences de décentralisation. On a des décideurs qui sont localement dans les régions, dans les communes, etc., dans les intercommunalités, etc. Il y a un nombre d'échelons impossible. Ces gens-là, on veut essayer de les piloter, entre guillemets. On veut essayer qu'ils fassent des bonnes choses, qu'ils construisent des pistes cyclables, etc. Donc, on fait des appels à projets. Et ils embauchent des gens pour répondre à ces appels à projets. Et on embauche des gens pour vérifier que les appels à projets soient bien faits. Voilà. Donc, tout le monde embauche des gens pour faire de la décentralisation fonctionnelle plutôt que de la décentralisation pour la décentralisation, ce qui a été le grand délire des lois locales. Enfin, sous Hollande, ils avaient essayé un peu d'améliorer le truc en faisant des compétences déterminées. Mais le problème, c'est que la clause générale de compétences à tous les échelons, regardez tous les chargés de mission qui sont embauchés par tout le monde en ce moment. Il n'y avait pas besoin de faire tous les postes qui sont recrutés ne sont pas des postes de profs, de policiers ou de juges, c'est des chargés de mission. Chargés de mission. Ou des personnels d'agence. On peut évoquer le contrôle de l'enseignement supérieur, le HERS. Voilà, au lieu d'avoir, alors on en rajoute tous les ans avec un cahier des charges de plus en plus lourd et on va dans la finesse. Ce qui fait qu'on emploie des gens à temps complet dans les universités pour remplir les grilles du HERS. Donc il faut simplifier ça. Ça ouvre la voie aux politiques, aux formations politiques extrêmes qui disent on va le supprimer. Je ne pense pas qu'il faut le supprimer. Il faut un contrôle de ce que font les universités, mais en revanche, il faut simplifier. Dernier point quand même, parce que parlez-moi de la décentralisation. Je voudrais avoir votre avis là-dessus aussi. Oui, non, mais évidemment qu'il y a eu des excès, mais il faut aussi que sur les fonctionnaires territoriaux, un maire aujourd'hui qui a un employé municipal qui ne fait pas le boulot, il ne peut pas le virer. Je trouve que c'est pas normal. Il y a un moment donné, on doit aussi pouvoir, si on veut avoir une collectivité qui fonctionne, qui rend service à la population. Une petite commune, il a plutôt du mal à avoir des fonctionnaires que de pas en avoir. Si vous recrutez vos copains et vos amis politiques et virez les bons fonctionnaires, parce que qui décide que quelqu'un est bon ou mauvais fonctionnaire ? Il y a des signes. Il y a des signes. Ouais, parfois dans certaines communes, ça peut être aussi. Non, mais
il faut réserver le statut de fonctionnaire aux fonctions régaliennes et justement sanctuariser ces fonctions régaliennes comme des missions principales de l'État qu'elles sont. En revanche, sur tout le reste, il va falloir qu'on bouge. On supprime la fonction publique. Il va falloir du courage politique pour assouplir le statut de fonctionnaire pour les territoriaux. Le problème, c'est que sur les territoriaux, oui, il y a eu longtemps une règle. Le principe de la fonction publique, c'est le recrutement sur concours. Et on a créé une merveilleuse exception pour la fonction publique territoriale. Autant dire que quand on peut être un peu mauvais esprit comme moi, on peut tendance à savoir, tiens, c'est quand même une bonne invitation au clientélisme. Mais ça a marché. Bon, voilà. Allez, on va pas revenir là-dessus, parce que on va refaire toute l'histoire de la fonction publique.